Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal créatif. Moi c'est Amandine et vous pouvez me retrouver sur mon blog et sur les réseaux sociaux sous le nom Les Yeux en Amande tout attaché. Dans ces vidéos je vous partage ce que je peux fabriquer en couture, en tricot ou en broderie principalement, et ce à partir de matériaux qui sont souvent de seconde main ou aussi écologiques que possible. Aujourd'hui on est le dimanche 16 janvier. Et je profite d'un petit moment toute seule pour enregistrer cet épisode. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2021, que vous avez passé de belles fêtes et que 2022 a bien commencé. Je vous souhaite une très bonne année puisque c'est la première fois que je reviens vous voir depuis le début de l'année. Et voilà, j'espère qu'en 2022, vous passerez de bons moments créatifs et que vous trouverez le temps de prendre justement du temps pour vous, parce que c'est important et on a trop souvent tendance à oublier de le faire. Alors aujourd'hui, on a un petit peu changé de vue en fait. Voilà, vous voyez l'autre partie de la pièce dans laquelle je tourne habituellement, qui est un peu mon atelier, et donc là vous voyez un petit peu tout le bazar, et c'est qu'une partie de tout le matériel ou de tous les livres que je peux accumuler. Même si j'essaye de faire attention à pas trop accumuler et puis à faire régulièrement des tris pour pas me retrouver submergée de fournitures créatives, parce que c'est pas le but quoi. Alors aujourd'hui on va parler de tricot, pas mal, d'un petit peu de broderie et puis aussi de couture, et à la fin je vous parlerai de quelques trouvailles que j'ai faites dernièrement de seconde main, et aussi de quelques livres, enfin même de plusieurs livres que j'ai pu trouver ou qu'on m'a offert. Et voilà, c'est parti. Alors pour commencer avec le tricot, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, on s'était arrêté, j'étais en train de tricoter le pull Endeavour de Lorien Knits. Donc c'est un pull que j'ai tricoté pour Noël pour Fabien, mon compagnon, et je l'ai fait dans la laine Vovo de Retrosaria, dans le coloris bleu. Il n'y a qu'un seul coloris bleu il me semble, et je l'avais acheté cette laine sur la boutique de Lana et Tricot. Alors je vais vous montrer la bête finie parce que c'était un gros morceau. Tricoter pour un homme, c'est pas tout à fait la même chose que tricoter pour une femme, enfin en tout cas pour des... Enfin moi je fais des plutôt petites tailles, donc pour un homme qui fait du L, c'est... Voilà. Donc ça m'a pris pas mal de temps, même si en fait j'ai pas trouvé ça si long à réaliser, parce que moi j'adore tricoter du jersey, ça me dérange pas du tout. Donc voici le gros morceau. Hop. Alors je pense que je vous en avais déjà pas mal parlé la dernière fois, donc je vais peut-être passer assez rapidement, et puis si vous voulez retrouver des infos, n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente. C'était un pull qui se tricotait du bas vers le haut, donc en rond, avec des côtes de 2 au niveau du bas du pull, de l'encolure et des manches. Et voilà, enfin le patron était très clair, ça s'est très bien passé. Il y a des petites choses que j'ai pas faites, comme par exemple elle nous propose, bon, je voudrais pas en dévoiler trop sur le patron, mais elle nous propose au début une petite manip pour que les côtes de 2 se retrouvent finalement sur l'envers, sur le projet fini, parce que souvent les côtes elles sont plus jolies sur l'envers que sur l'endroit. Mais moi comme j'avais déjà tricoté la Vovo et que je connaissais cette laine, je savais que j'aurais pas ce problème là au niveau des côtes. En fait comme elle est assez rebondie et élastique, on n'a pas ce souci au niveau des côtes, vous savez, de la maille endroit juste avant une maille envers là, ou juste après, je sais plus, qui s'écarte en fait, et ça fait une sorte d'échelle pas très jolie. Là on n'a pas du tout ce souci là, donc voilà, j'ai
tout tricoté à l'endroit et ça s'est très bien passé. Et ce qui me plaisait beaucoup dans ce pull, donc c'est que on a une sorte de raglan là qu'on construit après la séparation du corps et des manches. Et en haut, en fait le raglan se poursuit un petit peu comme ça sur l'épaule, ça fait une construction que j'avais jamais vue auparavant je crois, et qui fait un peu, alors c'est pas tout à fait ça je crois, mais comme une épaule qu'on appelle marteau. Et je trouve que ça épouse assez bien la forme des épaules chez les hommes, et du coup c'était plutôt sympa. Donc voilà, je l'ai fait en taille M ou L, je me souviens plus, enfin, en fonction des dimensions qui étaient indiquées sur le patron. Et voilà, alors je crois que je l'ai fini à temps pour l'offrir à Noël, ouais, j'ai même eu le temps de le bloquer avant. Et puis ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que déjà j'avais fait quelques essayages à Fabien et il m'avait dit que la laine le grattait. Donc moi ça m'étonnait un peu parce que la Vovo je l'ai déjà tricotée pour faire le gilet fleuriste de Sari Nordlund et je le porte énormément et moi ça me pique mais alors absolument pas quoi. Et du coup je me suis dit mais c'est pas possible, donc je l'ai porté ce pull à même la peau en me disant je vais voir et moi ça me pique pas, enfin là quand je le mets je sens que ça peut piquer un tout petit peu mais en fait la sensation elle disparaît très rapidement une fois que qu'on a porté un petit peu la laine et qu'elle s'est réchauffée quoi. Donc j'ai essayé de l'encourager à essayer de le porter malgré tout, donc bon il l'a essayé tout ça à Noël pour voir mais je pense qu'il va lui falloir un petit temps pour l'apprécier et le porter. Et puis s'il le porte pas c'est pas grave, je pourrais le porter moi en fait. Bon c'est dommage hein, mais c'est comme ça. C'était un risque à prendre en tricotant une laine un petit peu rustique entre guillemets. Et ouais en fait moi il me va, enfin ça fait un pull un peu oversize mais j'aime bien la couleur, je le trouve sympa, donc voilà, si jamais il en veut pas, c'est pas grave, je le porterai. Et puis je me dis que moi, en le portant et en le lavant, la laine va peut-être s'adoucir un peu plus. Mais bon, monsieur est un peu précieux, alors je m'y attendais, mais voilà. Donc ça, c'était pour ce que je vous avais montré la dernière fois et qui est fini maintenant. Et en fait après avoir tricoté le pull j'ai fait une petite pause un petit peu de tricot en fin d'année parce que alors je crois que j'ai pas tricoté pendant une semaine ou 10 jours quasiment, ou presque pas, parce que en fait j'avais des douleurs à l'épaule qui commençaient à s'aggraver un peu, enfin j'avais jamais été non plus immobilisée ou quoi que ce soit mais je sentais une gêne de plus en plus importante, donc je me suis dit bon je vais faire une pause tricot, et en fait il s'avère que c'était pas le tricot qui me causait des soucis, c'était plutôt ma souris d'ordinateur et le fait de passer mes journées sur un ordinateur au travail maintenant, ce à quoi j'étais pas habituée. Et donc en fait il faut faire très attention à ses postures quand on travaille, enfin aussi bien on parle souvent des chaises et de bien se tenir face à un ordinateur, mais même au niveau du clavier et de la souris et de la position du bras, parce qu'on fait beaucoup de mouvements avec la souris toute la journée. Bon, c'est des choses auxquelles il faut faire attention si on veut pas développer des troubles musculo-squelettiques comme on les appelle. Et voilà, donc depuis j'ai trouvé des solutions et ça va un peu mieux. Mais en tout cas, bon, ça m'a pas fait de mal de faire une petite pause de tricot. Et puis depuis j'ai repris et je vois pas de conséquences de ma fréquence de tricot sur ces douleurs, donc voilà, je pense que c'est vraiment lié à ma posture sur ordinateur. Donc voilà, si jamais vous avez ce type de douleur, pensez à la souris, vous pouvez la changer, il y a des souris plus ou moins ergonomiques et ça peut beaucoup aider. Donc tout ça pour dire que j'ai fait une pause de tricot et que j'ai repris, donc je crois que c'était à Noël, je crois que c'était le soir du réveillon ou le jour de Noël, je me suis dit bon allez, ça faisait une semaine ou 10 jours que je ne tricotais pas et je me suis dit bon j'ai trop envie de tricoter. Donc je vous avais montré la dernière fois des laines que j'avais trouvées chez Emmaüs et j'avais une laine bergère de France vintage d'une qualité qui je pense n'existe plus aujourd'hui. Et j'avais très envie de me faire des chaussettes.
Surtout voilà, je me suis dit que ça changerait du pull qui était en... Alors je sais plus en quelle taille d'aiguille, je l'ai tricoté 3,75 probablement. Donc là je me suis dit qu'en tricotant avec des aiguilles fines, des chaussettes, voilà, ça changerait de taille de laine aussi et ça me soulagerait peut-être au niveau de l'épaule. Donc j'ai monté des chaussettes toutes simples en jersey que je porte là et que je vais pouvoir vous montrer. C'est toujours un peu acrobatique. Donc c'est des chaussettes vraiment toutes simples, dans cette laine grise un petit peu chinée. Et en fait moi je mets mes chaussettes tricotées quasiment tous les jours pendant l'hiver parce que j'ai froid aux pieds. Et en fait j'ai besoin de chaussettes qui soient assez basiques, enfin simples, et que je puisse mettre avec tout facilement le matin sans me poser de questions. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces chaussettes toutes simples, et puis elles m'ont accompagnée pendant les quelques jours après Noël. Et je sais pas si vous verrez, mais elles sont un tout petit peu poilues. Et alors je dirais pas douces, mais elles sont pas sèches. Et donc au niveau de la construction, je pense que je vous l'ai dit plein de fois, mais moi ce que j'utilise c'est la base des Hermion's Everyday Socks de Erika Lueder. Et en fait je les tricote de la tige vers la pointe. Là j'ai fait des côtes torse 1-1. Ensuite j'ai tricoté une assez haute hauteur de tige parce que je porte beaucoup de pantalons 7/8e, donc j'ai besoin que ça remonte haut sur la jambe pour me tenir chaud. Après c'est un talon à gousset avec un talon renforcé à gousset. Moi je laisse 3 mailles de point mousse de chaque côté pour pouvoir relever ensuite facilement les mailles. Je fais mon gousset, je tricote en rond la taille, la longueur de mon pied, puis ensuite je fais des diminutions qui sont les diminutions de la pointe des Hermion's Everyday Socks, qui permet d'avoir vraiment une pointe arrondie, puisque au départ on fait des diminutions tous les 3 rangs, puis ensuite tous les 2 rangs, puis ensuite tous les rangs, ce qui permet d'avoir cette forme arrondie et pas une pointe pointue. Donc moi ça épouse bien la forme de mon pied et c'est ce qui me convient le mieux. Donc voilà, c'est un peu les chaussettes qui m'ont entre guillemets réconciliée avec le tricot, et ça a été vraiment un chouette moment. J'avais 2 pelotes de laine, donc 2 pelotes de 50 grammes pour tricoter ces chaussettes. Je pense que j'ai utilisé 60 ou 70 grammes. Donc une pelote de 50 grammes, moi ça me suffit pas, même si j'ai un petit pied, je chausse du 35, ça me suffit pas pour faire une paire de la même couleur sans talons et pointes contrastantes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces chaussettes. Ensuite, alors juste avant les fêtes je crois, j'étais passée à la ressourcerie La Belle Déchette à Rennes pour voir si je pouvais trouver des petits cadeaux. Et puis bah, j'ai trouvé des cadeaux pour moi. Donc il y a des livres, donc je vous reparlerai à la fin de cet épisode. Mais j'ai trouvé aussi des pelotes, hop, comme ceci. Alors elles sont bleu marine avec des petits... comment appeler ça, comme des petits confettis de couleurs. Il y en a des bleus, violets, rouges et verts. Et en fait c'est qu'on a une sorte de fil très poilu comme ça qui est entortillé avec un autre fil qui comporte ces petits confettis là de plusieurs couleurs différentes. Alors j'avais 5 pelotes de cette qualité. Alors la marque c'est Casil. Alors non, ça doit être le nom de la laine. Casil de Tisserand Paris, donc c'est des pelotes vintage, j'en trouvais en ressourcerie. Je pense pas que ça existe encore aujourd'hui. Elles se tricotent en aiguille 5-6, et au niveau de la compo, donc on est sur du mohair, soie, laine et un tout petit peu de polyamide. Et le polyamide, je pense que ce sont justement les petits confettis de couleurs. Donc enfin voilà, c'est assez rare d'avoir des lots comme ça de pelotes aussi conséquents, donc j'étais très contente.
J'ai pris les 5 pelotes et en fait le problème des étiquettes c'est que, bon là vous verrez rien mais le texte est effacé, donc là j'ai gardé l'étiquette qui était la mieux conservée on va dire, mais je voyais pas trop le métrage, surtout que c'était dans un sachet en plastique donc je voyais pas le métrage, mais en voyant la taille des pelotes je me suis dit bah c'est bon, enfin je sais pas ce que j'en ferai mais pour un pull je pense que c'est largement suffisant, surtout en aiguille 5-6 on a besoin de métrage moins important. Mais en rentrant, donc j'ai réussi à déchiffrer les pelotes, enfin les étiquettes, et donc il se trouve que c'était des pelotes de 50 grammes et de 70 mètres. Donc si vous êtes un petit peu familière du tricot, une pelote de cette taille, 70 mètres, je me suis dit c'est pas possible, il y a une erreur. Et c'est en commençant à tricoter après, donc un projet dont je vais vous reparler, que je me suis rendu compte de la supercherie. Alors bon, je sais pas si c'est volontaire ou quoi, puis c'est des pelotes très anciennes, donc peut-être que ça se faisait à l'époque. Mais je vais vous montrer. Hop. À l'intérieur, je me suis assise sur mon coussin, à l'intérieur des pelotes, on avait ceci. Une espèce de tube de mousse qui permet à la pelote de maintenir quoi, sa forme. Donc je sais pas si on va l'apercevoir là ici, il est là. Et je me suis dit mais mince, mais du coup c'est presque trompeur quoi de faire ça. Alors c'est pas la ressourcerie qui a fait ça, hein, c'était vraiment hop les pelotes étaient comme ça d'origine. Mais voilà, je trouvais ça assez surprenant. Et bon, il se trouve que j'avais vu le métrage avant de me lancer dans mon projet, donc je l'avais adapté en fonction du métrage, donc il n'y a pas de souci, j'ai suffisamment de laine. Mais voilà, faites attention si vous voyez des grosses pelotes avec un métrage qui vous paraît un peu suspect. Donc il se trouve que j'avais 350 mètres du coup de cette laine, donc je me suis dit que j'allais me lancer dans un pull sans manches, une sorte de débardeur, ouais, pull sans manches, dans cette laine qui est un peu poilue et très chaude. Et au départ je voulais partir sur un patron de petite knit ou de... ah je me souviens plus quelle autre designeuse. Mais du coup... en fait je me suis assez rapidement rendu compte, donc il était indiqué sur les pelotes qu'elle se tricote en aiguille 5-6, j'ai fait un échantillon en 5 et je trouvais ça vraiment trop dense, donc je me suis dit que j'allais partir plutôt sur des aiguilles numéro 6, sauf que je n'ai pas d'aiguille numéro 6 circulaire. En fait, ça je pense pas que je vous l'ai déjà raconté, moi j'ai un kit d'aiguilles interchangeables Aya Sharp depuis le début, depuis que je me suis mise à tricoter en circulaire, donc ça fait 2-3 ans à peu près, et je n'ai que ça, plus une paire d'aiguilles fixes en 2,25 pour les chaussettes. Et il me convient très bien, donc c'est un kit, les aiguilles vont de 3,25 à 5. Donc j'ai pas d'aiguille 5,5 ni 6, mais il se trouve que, alors moi ça fait très longtemps que je tricote, finalement ça fait ouais, pas loin de 10 ans, mais avant je tricotais sur ça quoi. Donc je faisais que des écharpes ou des coussins sur des aiguilles droites, et donc j'ai ressorti mes aiguilles droites pour faire ce pull, et je me suis dit en fait je vais patronner moi-même un pull sans manches, ça doit pas être trop compliqué. Et je vais le faire sur des aiguilles droites, donc en aller-retour, et puis je ferai juste des coutures de chaque côté, enfin je veux dire, sans les manches, les coutures sont quand même moins pénibles que pour faire un pull avec des manches quoi. Là il n'y a que 2 coutures droites qui sont assez faciles. Moi ce que j'aime pas avec les coutures, sur les pulls qui sont en pièces comme ça, c'est les coutures sous les manches et puis les coutures d'emmanchure quoi. Je trouve que c'est hyper dur de faire des choses bien propres. Donc là, je me suis dit que c'était tout à fait faisable. Donc j'ai calculé en fonction de mon échantillon combien de mailles il fallait que je monte pour faire le tour de mon corps, sachant que j'allais le tricoter tout droit. Et puis je me suis dit qu'après j'aviserais pour faire la forme des emmanchures et puis l'encolure. Enfin,
j'ai quand même par le passé déjà tricoté des choses en différents morceaux et je vois à peu près la forme que ça doit avoir. Donc j'ai noté tout ce que j'ai fait dans un carnet et puis je me suis dit que à l'occasion, quand ce sera fini et si le résultat me satisfait, je pourrais vous partager ma recette entre guillemets sur mon blog. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser, sachant que c'est pour une taille, on va dire S, assez large ou M un peu près du corps. Mais je pense que c'est pas trop compliqué d'adapter ça après parce que c'est vraiment une construction très simple. Donc bon là le dos et le devant sont assemblés. Il me reste à faire donc les emmanchures et puis l'encolure. Mais ça vous donne une idée générale de la forme de ce pull. Donc en fait je suis partie donc à plat du bas du pull. J'ai fait des côtes 1-1 toutes simples avec la même taille d'aiguille en aiguille 6. Et puis ensuite j'ai monté voilà, tout droit mon corps. Alors là ce que vous voyez c'est le jersey. C'est le jersey envers. Parce que je vous montrerai l'endroit après peut-être, mais je trouvais le rendu de cette laine avec les petits confettis plus sympa sur l'envers que sur l'endroit. Parce que sur l'endroit en fait les confettis je trouve qu'ils étaient un petit peu dans toutes les directions, puis souvent à la verticale quoi. Et sur l'envers, et ils sont plutôt à l'horizontale et je trouve que c'était plus joli la répartition des couleurs et tout ça. Enfin j'aimais mieux ce rendu, donc je suis partie sur l'envers mais en fait ça marche tout aussi bien sur l'endroit. C'est exactement la même chose. Et ensuite après j'ai formé mes emmanchures en faisant quelques diminutions ici, puis j'ai tricoté tout droit. Puis pour faire l'encolure, à un moment je me suis arrêtée, j'ai rabattu des mailles, j'ai fait une épaule, puis l'autre en faisant une forme un peu arrondie comme ça. Et pour le dos, pareil, sauf que j'ai fait l'encolure plus haute quoi. Et donc j'ai laissé mes mailles d'épaule en attente, et ensuite une fois que j'avais fini le dos et le devant, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles pour assembler les épaules parce que je me suis dit que ça allait un petit peu leur donner de la tenue. Et ça fait une finition sur l'endroit qui est assez propre quoi. De toute façon la laine est tellement poilue que bon, en vrai on voit pas grand chose. Donc une fois que j'avais fait ça, j'ai bloqué mes pièces et puis ensuite j'ai fait mes coutures de côté. Donc j'ai pas rebloqué depuis que j'ai fait mes coutures, donc ça fait un petit relief. Mais ça, une fois que ce sera rebloqué, ce sera un petit peu plus propre. Donc c'est une couture invisible pour jersey envers quoi. C'est assez, c'est la couture vraiment de base. Et encore une fois, comme cette laine est poilue, je trouve qu'elle pardonne pas mal de choses. Puis de toute façon c'est sur les côtés, on a l'habitude d'avoir des coutures sur les vêtements du commerce, sur les côtés, donc je trouve pas ça gênant du tout. Et puis sur l'envers, donc ça fait quelque chose d'assez propre aussi. On a un petit peu un petit bourrelet là. Et pareil, ça donne de la tenue parce que c'est vrai que même s'il y a du mohair et de la soie, je trouve que la laine est quand même assez lourde, donc elle a tendance à tomber un peu. Mais voilà, donc pour l'instant ça donne ça. Il va m'arriver à peu près au niveau des hanches et voilà, il me reste à faire les emmanchures et l'encolure. Donc j'avais 5 pelotes, j'ai utilisé 4 pelotes et un tout petit peu de ma 5e pour faire tout le corps du pull. Donc il me reste largement de quoi le terminer. Et puis voilà, je vous remontrerai ça la prochaine fois quand il sera fini, mais j'ai très hâte de le porter parce que je pense que sur des chemises ou des blouses ça peut être très sympa et très chaud en fait. J'ai fait un petit peu des essais comme ça et moi j'avais peur, je me disais mais des pulls en manche on a forcément froid au bras. Et en fait je trouve que surtout avec une laine très chaude comme celle-ci, ça tient vraiment chaud au corps et quelque part on ressent presque pas qu'on a froid au bras.
Donc voilà, je vais essayer de quand même me dépêcher de le finir pour pouvoir le porter cet hiver. Là les températures ont bien baissé, mais on n'est jamais à l'abri d'une remontée des températures et on sait pas, hein, peut-être qu'on aura 20 degrés au mois de février, donc, donc voilà. Côté tricot, ensuite, ou pendant, j'ai enchaîné avec une nouvelle paire de chaussettes. En fait là ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier des chaussettes, cette petite paire de chaussettes grises. Et toujours avec les laines que j'avais chinées, que je vous ai montré la dernière fois, j'ai fait pour l'instant une chaussette, comme ceci, donc avec quasiment la même recette que la paire que je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que là pour le talon, j'ai pas fait un talon renforcé avec des lignes comme ça de côtes un peu, enfin c'est pas vraiment des côtes mais vous voyez ce que je veux dire. Là j'ai fait, enfin c'est des mailles glissées, voilà. Là j'ai fait un talon qu'on appelle à œil de perdrix, où on alterne en fait une maille glissée, une maille normale en quinconce. Voilà, donc pareil, tricoté en 2,25. Je vous ai pas dit tout à l'heure, je crois, mais moi je monte 60 mailles. Mais bon, ça marche aussi avec 56 ou 64 mailles. Et puis cette fois par contre j'ai fait un talon et une pointe de couleurs différentes. Parce que tout simplement j'avais pas assez de laine, donc en fait j'avais 44 grammes de laine je crois. Et là je l'ai séparé en deux pour me faire deux chaussettes de même taille. Et normalement ça devrait aller. Mais au pire, s'il m'en manque un tout petit peu sur la fin, j'ai une autre laine beige d'une couleur assez proche, pas tout à fait identique mais proche, donc je pourrais compléter. C'est dans la chaussure donc ça ne me gêne pas. Et vous voyez, celle-ci elle est moins haute. Alors elle paraît plus petite aussi parce qu'elle n'est pas bloquée, parce que je ne l'ai pas portée encore, mais c'est la même taille. Et la tige est un tout petit peu moins haute. Mais bon, ça me va aussi pour porter dans des bottines. Et l'idée derrière ces chaussettes, c'est que, comme je vous le disais, j'ai besoin de chaussettes assez neutres et basiques. Et j'ai quand même trouvé des laines très sympas dernièrement et j'aimerais bien me faire une sorte de petite collection de chaussettes dans des couleurs assez proches. Enfin voilà, un petit peu comme parfois on trouve, enfin ça fait très longtemps que j'ai pas acheté ça, mais des lots de chaussettes dans le commerce où on a des chaussettes un peu assorties comme ça. Voilà, ce serait l'idée. Donc là j'ai commencé la deuxième, j'en suis juste aux côtes. Et puis j'ai déjà des idées pour la suivante. J'aimerais bien me faire une paire suivante avec ce coloris bordeaux. Et puis cette fois faire aussi les côtes ici d'une couleur différente, le talon et la pointe également dans des tons beige. Et puis il y a aussi des chaussettes en jacquard qui me tentent bien. Que je pourrais faire. Je n'ai pas encore défini les coloris, mais voilà. Donc je me dis que j'aurai sûrement un projet de chaussettes comme ça en parallèle de mes autres projets au fil du temps. Et puis c'est toujours sympa, j'allais dire dans les transports, non parce qu'en ce moment je suis en télétravail, mais voilà, entre deux, voilà, pour couper la journée entre le travail et la maison, même si je ne bouge pas. Ou alors sur ma pause déjeuner, c'est toujours sympa d'avoir un petit projet qui ne nécessite pas de réflexion. Et je voulais vous dire quelque chose et j'ai oublié. Oui, en termes de chaussettes, si vous aimez les chaussettes, et les chaussettes un petit peu plus ouvragées, j'ai regardé très récemment l'épisode de Céline, Madame Bibiche, sur sa boîte de bas 2021. Et voilà, si vous aimez les jolies chaussettes, je vous le conseille vivement. C'était un épisode très très chouette et puis Céline est super douée pour faire de belles chaussettes avec des torsades ou de la dentelle. Donc ça change un peu de ce que moi je fais tout en jersey, mais j'ai moi aussi des chaussettes en dentelle dans mon stock, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie de choses très basiques en jersey, quoi. Ensuite, pour les projets futurs, j'ai commandé à Noël de la laine.
J'ai mon estomac qui fait plein de bruit, je suis désolée. J'ai commandé de la laine qui vient de chez Laine Paysanne. De la laine naturelle donc qui est fabriquée en Occitanie. Donc là, c'est la race de mouton qui s'appelle tarasconnaise et le coloris c'est Burel. En fait, c'est le nom qu'on donne aux moutons qui sont noirs, si j'ai bien compris. Donc on est vraiment sur une laine non teinte, c'est la couleur naturelle de la toison des moutons. Et là, c'est un fil 3 brins et un écheveau de 100 grammes fait 260 mètres. Donc c'est une taille Dickie. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, sur le site, moi en fait je cherchais une laine marron naturelle, mais un petit peu plus claire que celle-ci. Et c'est vrai que sur le site, moi j'avais l'impression que la laine était plus claire. Donc en fait, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'on est plus sur un marron foncé qui tire presque sur le noir. Et moi je voulais faire en fait avec le gilet champagne de Petite Knit, le champagne cardigan. Et je voulais doubler cette laine avec hop, ce fil là que j'avais trouvé en cône chez Emmaüs. Alors est-ce que je vais réussir à trouver un brin? Il y en a un là qui dépasse. Mais... donc c'est une laine très très fine. Et j'avais fait des échantillons que je vous avais probablement montré donc en double. Mais c'était encore trop fin, puis je trouvais que ça faisait un effet un peu cartonné, donc j'étais pas convaincue pour ce gilet. Et je voulais en fait faire un mix de ces deux laines, sauf que je pensais que la laine de Laine Paysanne serait beaucoup plus proche de la couleur de ce cône. Donc j'ai quand même fait un échantillon pour tester. Je vais aller vous le chercher. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien, parce que je n'ai toujours pas d'autofocus. Mais pour moi ça donne un aspect beaucoup trop chiné. En fait c'est pas l'aspect que j'avais en tête. Enfin, je voulais quelque chose de chiné mais pas avec autant de contraste entre les deux couleurs de laine. Donc bon, et puis enfin la laine de chez Laine Paysanne étant une laine de pays, elle se tient quoi. Donc là mon échantillon a été lavé et on voit que c'est pas très fluide, et c'est vrai qu'après coup je me suis dit que ce gilet méritait peut-être d'avoir un tombé un petit peu plus fluide. Donc ça fait très longtemps que j'ai envie de me le faire ce gilet, ça fait je sais pas, depuis sa sortie quasiment, donc ça remonte à plusieurs mois j'imagine. Mais là bon bah je vais pas le faire tout de suite parce que je n'ai pas la laine pour, et j'ai une petite idée de laine qui pourrait aller, mais voilà, je vous en reparlerai à l'occasion une prochaine fois. Mais en voyant en fait la laine quand j'ai ouvert mon cadeau à Noël, en fait j'ai tout de suite pensé que bah, c'était exactement la couleur que j'avais en tête pour me faire un châle. Ça fait très longtemps que je veux me faire un châle en point mousse. Dans une laine comme ça, naturelle, presque noire, et bon, en la voyant je me suis dit mais oui, en fait ça correspond tout à fait quoi, à ce que j'avais en tête, donc je vais faire ça. Et j'ai 5 écheveaux, donc c'est pas mal pour un châle, sachant que c'est de la laine Dickie. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est un châle qui va me prendre à peu près 2-3 écheveaux. Et puis avec ce qui restera, j'aimerais bien me faire potentiellement un pull en jacquard. Donc ce sera peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être à l'hiver prochain. Mais voilà. Donc j'ai quelques idées de patrons de châles. J'hésite entre deux en fait. Il y a le châle Onister de Agata Makiewicz. Je vous mettrai les liens si ça vous dit en barre d'infos sous la vidéo. Et le châle Portia. Je ne sais plus qui est la designer, mais c'est un châle dont le patron était paru dans un Laine magazine et que je trouve magnifique, mais je pense qu'il est un peu trop immense comme châle. Et bon, j'ai quand même envie de pouvoir le porter assez facilement, donc je vais peut-être partir plutôt sur le Onister. Et je pense que je ferai pas d'échantillon, je vais me lancer comme ça dessus parce que c'est un châle et que ça n'a pas besoin d'être aussi ajusté qu'un pull quoi. Donc voilà pour les prochains projets. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le châle, ma collection de chaussettes, et je voulais vous reparler. Alors la dernière fois, dans
l'épisode précédent, je portais un petit top rouge, alors j'ai plus le nom du patron, tout ça en tête, mais il m'est arrivé une petite mésaventure, donc c'était de la laine Maison Septembre, donc d'un très beau rouge, c'était le coloris Noël 2020, donc laine teinte de manière naturelle. Et il se trouve que, pourtant c'est quelque chose que je sais, hein, que la laine teinte naturellement, elle est sensible aux variations de pH, et que en fonction du pH de l'eau dans laquelle on la lave par exemple, ou du savon qu'on utilise, ou du déodorant qu'on porte, eh bien on peut avoir des petites surprises et des couleurs qui virent en fait. Et je me suis retrouvée à la fin de la journée à me rendre compte que mon petit pull rouge avait d'énormes auréoles violettes sous les bras, mais violet foncé quoi. Donc quand j'ai vu ça, parce que en fait je porte un déodorant que je fabrique moi-même à partir de bicarbonate de soude, donc c'est très basique. Et j'avais pas du tout pensé en portant le pull, j'ai vraiment, voilà, j'ai pas réfléchi, ça m'est pas venu à l'esprit et patatras. Donc bon, j'étais un petit peu dépitée quand ça m'est arrivé, mais je me suis dit que bon, c'était pas grave, que... Alors j'avais adoré tricoter ce pull et ce patron, je me disais au pire je me le referai un jour parce que c'était vraiment un chouette projet. Et je me suis dit bon bah il y a deux solutions, soit je le détricote et j'essaye de récupérer la laine au niveau des endroits où bah, la couleur a pas viré quoi, soit je tente le tout pour le tout et foutu pour foutu, je trempe mon pull dans un bain d'eau dans lequel j'aurais mis du bicarbonate de soude quoi, pour faire changer la couleur de l'intégralité du pull. Donc je pense qu'il s'est passé bien un mois entre le moment où ça m'est arrivé et le moment où j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit allez, il faut faire quelque chose. Et puis bah, cette semaine, voilà, j'ai sauté le pas et voilà la couleur de mon pull maintenant. Donc bah, je sais pas avec quoi c'était teint, peut-être que vous le saurez, hein, c'était rouge et puis en le mettant dans un bain basique c'est devenu aubergine on va dire. Donc c'est pas un coloris vers lequel je serais allée spontanément, mais je me dis que franchement c'est pas si pire. Alors il y avait déjà, hein, quand il était rouge, une forme de pooling un peu, parce que c'était deux écheveaux voilà, du même bain, mais tout de même teint de manière artisanale, donc il y a toujours des petites variations. Donc on voit un peu une marque là au milieu qui se voit moins en vrai que là à la caméra. Mais donc il y avait déjà ça quand il était rouge et c'est toujours là maintenant. Mais franchement c'est pas si pire non, enfin par rapport à ce que c'était. Et les auréoles ont quasiment disparu quoi. Et puis de toute manière ça se verra pas quand je porterai. Donc c'est un petit top avec des manches ballons. Quand je le porte ça se voit pas du tout. Donc voilà les aléas que vous pouvez avoir avec des laines teintes naturellement. Il faut le savoir, il faut y penser. En fait c'est pas simple d'entretien quoi. Donc c'est très beau, enfin cette laine elle est super, elle est très douce. Mais je suis pas sûre de refaire des vêtements en teinture naturelle ou végétale parce que bah, c'est compliqué d'entretien quoi. Et moi c'est vrai que mes tricots j'ai besoin de pouvoir les laver à la machine, de les porter sans trop me poser de questions. Donc pour des accessoires pourquoi pas, mais pour des vêtements je pense que on ne m'y reprendra plus. C'était tout pour la partie tricot et c'était déjà pas mal. Donc maintenant je vais vous parler de ce qui m'a un petit peu occupée en fin d'année, donc quelques projets broderie et couture. Ah non, juste avant, en tricot, et oui il y en a encore, mais ça va faire le lien avec ce dont je vais vous parler là. J'ai fait cette petite maison pour bah, décorer mon sapin de Noël en fait, enfin le bas de mon sapin de Noël. Ah, je me souviens plus du patron. Si, c'est Little House de Susan B. Anderson. Et en fait, bah, je vous les ai partagés pendant le calendrier de l'Avent que j'ai fait au mois de décembre sur les réseaux sociaux.
notamment sur Instagram. Donc voilà, c'était des petites maisons que je trouve trop mignonnes, que j'ai faites avec des restes de fil, et j'aime beaucoup ce patron, donc je voulais juste vous les montrer. Et puis dans ce calendrier de l'Avent, j'ai aussi fait quelques petits projets broderie. Donc l'idée c'était vraiment de partager des idées de création faites main à partir de matériaux recyclés ou naturels. Donc hop, il y a quelque chose qui a beaucoup plu, c'est cette boule que j'ai réalisée en feutrine qui vient de chez Au Merveille. Et en fait c'est tout simplement une boule de Noël qui était un peu abîmée et que j'ai recouverte comme ça de sorte de pétales de feutrine brodée avec des petites perles au bout des pétales. Donc je me suis beaucoup amusée à faire ça. C'était un peu long, mais franchement je trouve que ça valait vraiment le coup. Puis j'ai mis un petit ruban pour finir, pour la touche finale, et j'aime beaucoup cette boule. En fait je trouve qu'on dirait un peu une fleur quoi. Et bon, elle a beaucoup plu sur Instagram notamment, et ça me fait plaisir parce que je trouve que c'est un projet vraiment chouette à faire, y compris quand on débute la broderie, parce que c'est des points assez simples et ça permet de s'exercer pour faire un truc qui, à la fin, vaut vraiment le coup quoi. Bon, c'est un peu tard pour parler de Noël peut-être, mais les petites maisons par exemple, je me dis pour des cadeaux pour enfants c'est assez chouette. Et puis en parlant de petites maisons, hop, j'ai aussi brodé des petits pochons comme ça que j'ai teints de manière naturelle justement. Alors ça je pense que c'était avec des peaux d'oignons rouges, moi je vous en avais un peu parlé la dernière fois d'ailleurs. Et là j'ai fait un petit modèle comme ça de broderie de petite maison que vous pouvez retrouver. Alors si vous allez sur mon compte Instagram et que vous cliquez sur le lien qui est dans ma bio, vous avez le lien vers le modèle de broderie, donc c'est juste voilà, le dessin à reporter et puis quelques indications de points. Mais je trouve ça sympa de... Alors ça c'était un petit pochon de vrac hein, qu'on trouve dans les magasins de vrac. Qui était un petit peu taché je crois, donc le fait de l'avoir teint comme ça lui redonne un peu une seconde jeunesse. Et puis la petite broderie, je me dis pour faire un petit cadeau ça peut être très très chouette. Donc ça c'était pour mes petites broderies de Noël. Et c'est tout pour la broderie, je crois que j'ai rien fait d'autre, enfin si j'ai fait d'autres choses mais je peux pas vous en parler, il y a des choses dont je pourrais vous parler qu'au printemps prochain, le temps que voilà, ça paraisse. Et niveau couture, alors j'ai pas beaucoup cousu, j'ai très envie de me remettre à la couture en ce moment là. Ces derniers jours j'ai fait pas mal de reprisage, en fait j'avais une pile de vêtements à réparer ou à repriser, des boutons à recoudre, enfin ce genre de choses, et c'est vrai que les derniers mois de 2021 j'ai eu mais absolument pas le temps ni l'énergie mentale de m'attaquer à cette pile. Mais là en début d'année je me suis dit allez, il faut prendre une décision quoi, enfin, soit ça part au recyclage, soit je fais quelque chose pour les réparer. Donc je me suis attelée à ça et ça fait du bien. Et c'est un peu comme si je me disais bon maintenant que je me suis occupée de ça, je vais pouvoir coudre pour moi ou faire les petites modifications que j'ai envie de faire. Et notamment, je vais vous montrer cette robe que j'avais trouvée il y a un petit moment chez Emmaüs, qui est une robe vintage je pense, avec des rayures comme ça, et qui est un peu plissée. Dans une matière qui est tout à fait synthétique, hein, très transparente. Donc il faut la porter sur un fond de robe, mais j'aimais beaucoup les couleurs et elle est trop grande pour moi en fait. Enfin quand je l'ai achetée je m'en étais pas rendu compte, mais elle est trop grande. J'avais essayé de faire quelques petites modifications comme ça à la main, mais c'est pas suffisant, faudrait vraiment que je la reprenne, donc au niveau des épaules et puis de tout le corps aussi, je pense qu'il est trop large et donc ça fait un petit peu sac à patate quoi. Donc, enfin ça me dérange pas les vêtements oversize, mais là c'est pas très flatteur du tout. Donc il y a cette robe dont j'aimerais vraiment bien m'occuper, il y a aussi un pantalon en velours qui attend depuis un petit moment que je le transforme pour le remettre à ma taille, donc ça va être des choses que j'espère pouvoir faire dans les semaines à venir. Et
en couture, je peux vous montrer quelque chose que j'avais fait pour l'Atelier des Nanas, donc, qui est un magazine que vous connaissez sûrement. Et là, le nouveau numéro, donc le nouvel Atelier des Nanas, est sorti en début du mois de janvier. Donc le voici. Et dans ce numéro, vous pouvez retrouver donc tout plein de chouettes do it yourself, et notamment un petit tablier d'atelier, hop, ici, donc que j'ai réalisé en fait pour avoir toujours son matériel, par exemple de couture à portée de main, quoi, parce que quand on se déplace de l'endroit où on coupe à l'endroit où on coud, où on repasse, c'est toujours pratique d'avoir sa paire de ciseaux ou son feutre effaçable à portée de main. Et donc j'ai vraiment réalisé un petit tablier tout simple comme ça, version mini quoi, qu'on peut adapter bien sûr à sa taille. Et voilà, donc si le tutoriel vous intéresse, il est dans le nouvel Atelier des Nanas. Et c'est quasiment la seule chose que j'ai cousue, je pense, ces derniers mois, ou alors c'est des choses dont je peux pas vous parler tout de suite non plus. Et pour en revenir au magazine, dans ce numéro, je peux vous montrer aussi d'autres idées. Il y a ce kimono fait à partir d'un couvre-lit qui est super chouette, de Kit by Chloe. Et on a aussi, alors ça c'est un tuto réalisé par Françoise Vauzeil, de la broderie comme ça sur un pull. Donc ça je trouve ça hyper chouette pour upcycler des vêtements qui sont peut-être un peu datés. Et il y a aussi dans ce numéro, j'ai eu la chance d'interviewer Anne-Sara d'Artésane, donc il y a un portrait d'Anne-Sara. Et puis aussi d'Anne-Solange Tardy qui fait de l'aquarelle botanique. Si c'est des thématiques qui vous intéressent. Donc c'est la nouvelle formule de l'Atelier des Nanas, ça a changé là en début d'année et moi je le trouve très chouette. Ensuite, alors je vais peut-être vous parler de quelques trouvailles que j'ai faites, puis je terminerai par les autres livres ensuite. Alors au niveau des trouvailles, donc je vous ai parlé de la laine que j'avais trouvée à la Belle Déchette, ma laine bleue à confetti. Récemment je suis passée chez Emmaüs et j'ai trouvé quelques petites choses. Donc j'ai trouvé des rubans de velours comme ça, bleu marine et puis bleu ciel un peu vert d'eau. Et ça c'est tellement rare et précieux que je me suis dit que je pouvais pas les laisser passer. J'ai trouvé aussi des petits boutons trop mignons en forme de fleurs qui étaient regroupés comme ça. Alors c'est pas tous les mêmes, hein. Il y en a 3 différents, puis ensuite il y en a 2 paires identiques que je trouvais trop mignons. Et ça je me dis sur des blouses ça peut vraiment être très sympa. Et j'ai racheté pas mal de fil à broder. Donc moi dans mon Emmaüs c'est vendu 50 centimes pas la pelote, les chevettes. Et là ouais j'ai refait le plein parce que j'avais utilisé pas mal de fils dernièrement, notamment pour faire ma jupe brodée que je vous ai déjà montré. Donc là j'en ai eu pour, je sais pas, dans les 5 € peut-être pour toutes ces échevettes. Et ça me fait penser, il y a l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire sur le précédent épisode, je crois d'ailleurs j'ai pas répondu aux commentaires, je vais le faire là bientôt, je suis désolée de ne pas l'avoir fait avant. Mais c'était un commentaire que je trouvais assez pertinent à propos d'Emmaüs et du fait que, c'est vrai que je parle souvent des trouvailles que j'ai faites chez Emmaüs, mais que Emmaüs c'est pas seulement un endroit où on peut faire des bonnes affaires. En fait à la base c'est quand même une association qui a pour but d'aider des personnes qui sont en difficulté et les aider à se réinsérer professionnellement tout en œuvrant aussi pour l'écologie, puisque ça remet en circulation des objets, des meubles, des vêtements qui sont déjà existants. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse tendance autour de la seconde main en ce moment, mais voilà, faut pas oublier que derrière il y a des humains et que c'est un peu ça le but premier aussi d'Emmaüs en tout cas, mais aussi de la Croix-Rouge par exemple.
et que donc pour que tout ça fonctionne, il faut des dons, de la part de nous quoi. C'est vrai que j'en parle pas parce que moi ça me paraît évident, je fais souvent des tris, que ce soit dans mon matériel créatif mais aussi dans mes vêtements, la vaisselle, voilà tout ce que je peux avoir chez moi. J'ai pas un appartement hyper grand et pour garder le contrôle un petit peu sur tous les objets qu'on accumule, j'aime bien faire régulièrement des tris. Et quand c'est en bon état, je vais donner ça chez Emmaüs ou je vais déposer les vêtements au relais. Voilà, des entreprises qui ont un but comme ça social. Donc je trouvais ça important de le dire. Effectivement, n'oubliez pas de donner aussi aux associations, pas seulement d'aller acheter des choses pour faire des bonnes affaires chez eux, mais aussi on va dire boucler la boucle pour que tout ça puisse continuer de fonctionner quoi. Donc pour rester dans la thématique Emmaüs, j'ai trouvé ce magnifique magazine vintage qui appartenait visiblement à Nadine, c'est écrit dessus, donc je pense pas que ce soit le prénom de la dame, mais donc c'est un magazine fil d'art qui date de je me demande si c'est pas 1981. Ouais, c'est ça, 1981, donc c'est plus vieux que moi. Et en fait, je trouve qu'il a notamment ce pull là sur la couverture, c'est ça qui m'a attirée. Je le trouve très moderne en fait. Et à l'intérieur, il y a tout plein de patrons. Alors, les poses des modèles sont peut-être un peu kitsch, mais j'ai trouvé qu'il y avait des pulls très sympas. Donc c'est cette robe, elle est, je sais pas si vous voyez bien avec le reflet, donc le magazine est un peu abîmé, mais cette robe je la trouve vraiment très cool. Il y a un petit gilet sans manches à côté et je vais vous montrer. Donc après il y a toutes les explications dans le cahier central avec c'est essentiellement des patrons qui se tricotent par pièce, donc avec des coutures, ce qui n'est pas ce que je préfère, mais je pense qu'il y a toujours moyen d'adapter. Et puis voilà, ça fait toujours une bonne base quoi. Surtout quand on veut un peu bidouiller, patronner des choses soi-même, c'est toujours bien d'avoir quelques références comme ça. Donc ce gilet, je le trouve sympa aussi. Il y a des petits pulls un peu style marinière dedans. Enfin, il y a énormément de patrons dans un magazine comme ça. Ce pull avec une dentelle que je trouve tout à fait actuelle. Enfin voilà, c'était ma petite trouvaille, donc il y avait plein de magazines comme ça, j'en ai pris qu'un parce que je ne peux pas tricoter tout ce que j'aurais envie de tricoter dans la vie. Mais voilà, très chouette trouvaille. Et puis j'ai trouvé deux tissus que je trouve très beaux. Donc en premier, il y a ce coupon de, je dirais, coton. C'est peut-être écrit dessus. Donc imprimé en France, la marque Berti visiblement. Donc c'est plus un tissu d'ameublement avec un très joli motif comme ça dans les tons un peu roses. Je l'ai pris sans trop réfléchir, mais je sais que je pourrais l'utiliser soit en ameublement, soit pour faire des petits sacs à projet, ou alors pour retapisser notamment ce fauteuil sur lequel je suis assise, qui aurait bien besoin d'être retapissé, et je me dis que ça pourrait être très sympa dans ces coloris là. Et dernier tissu que j'ai trouvé, c'est ce très beau, alors je sais pas si c'est un prince de Galles, enfin voilà, ce très beau tissu. C'est un coupon de 2,50 m qui n'a pas du tout été entamé. Donc j'ai déjà un pantalon en prince de Galles comme ça. Mais je me suis dit que si un jour il venait à s'abîmer, voilà, ce serait pas mal de m'en refaire un. Ou sinon, je trouve que ce tissu pourrait être très chouette pour faire un trench à la mi-saison. Je sais pas si le tissu s'y prête. Enfin, je pense que ça pourrait aller, par contre il est pas du tout imperméable. Et comme j'habite en Bretagne, c'est pratique d'avoir des vêtements de pluie. Mais voilà, donc bon, j'ai pas pu résister, je l'ai pris. Je pense que j'en ai eu pour 4 ou 5 € les deux tissus, ce qui est très raisonnable.
Et voilà, c'est à peu près tout pour les trouvailles que j'ai faites dernièrement. Et après, donc, ce que j'ai trouvé ou reçu, ce sont des livres. Alors, je vais peut-être commencer par ce livre qui m'a été offert par les éditions Marabout, qui s'appelle Mix and Match de Julie Robert. Donc là, on s'écarte un petit peu du tricot et de la couture, mais en fait, c'est un livre qui a été pensé pour créer essentiellement des objets décoratifs à partir de restes de fil ou de restes de tissu d'ailleurs. Donc je peux vous montrer peut-être quelques idées que je trouve sympas. Donc c'est pas mal de punch needle ou de tissage qui sont les spécialités de Julie Robert. Mais on a des petites choses un petit peu en patchwork comme ça aussi qui sont sympas. On a des coussins. Hop. Donc souvent c'est avec des grosses laines, mais enfin voilà, il y a toute taille de fil, hein. On peut même utiliser de la corde pour macramer. Enfin voilà, le punch needle, moi j'adore. Hop, vous voyez là c'est une idée de faire une petite poche en punch needle sur un gilet. Donc voilà, c'est un livre très sympa. Là on a un très beau couvre-lit ou plaid avec du patchwork, mais aussi du punch needle. Donc ça donne plein d'idées, enfin sans pour autant, moi je pense pas que je referai des tutoriels de ce livre, mais ça peut être une chouette source d'inspiration. Ensuite pour Noël, j'avais demandé au Père Noël 2 livres qui se trouvent sur la boutique d'Agnès aux Merveilles. Donc on a ce livre qui s'appelle Fleurs de tissu de Vérité-Co et de la même auteure, Jolies fleurs en teinture végétale. Et c'était des livres qui me faisaient beaucoup envie depuis quelques temps. Donc c'est une créatrice japonaise, si je dis pas de bêtises. Les 2 livres sont aux éditions de Saxe. Et en fait le livre Fleurs en tissu, en fait ce sont des tutoriels comme ça pour recréer des fleurs assez réalistes à partir de bouts de tissu ou de laine ou de feutrine qui sont teints de manière naturelle. Donc enfin ça c'est pas obligatoire, on peut aussi très bien les faire sans la partie teinture, mais je trouvais ça très inspirant, donc ça peut faire des décos ou des broches. Et ouais, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup en ce moment. Et celui-ci, on est plutôt sur des appliqués. Donc ça, pour décorer des vêtements ou des objets de décoration, ça peut être très chouette. Et donc ça mêle du fil et puis de la feutrine et de la broderie. Et pareil, je trouve ça très inspirant de mélanger les techniques. Là, on a des jolies fleurs de nigel. Et ouais, c'est pas mal ce que j'ai envie de faire en ce moment, mélanger les arts du fil. Hop, là on a un exemple sur une chemise ou sur une jupe. Vous voyez, ça peut donner des choses vraiment très sympas. Et puis à la Belle Déchette, la dernière fois j'ai trouvé aussi 2 livres. J'ai pas pu résister quand je les ai vus. Donc celui-ci coûtait 30 francs à l'époque, pour ceux qui ont connu les francs. Donc ce premier livre, il s'appelle Appliqué brodé de Nadine Ruzé, aux éditions Dessin et Tolera. Et celui-ci il s'appelle Tous les patchwork, avec un petit chat très mignon sur un patchwork. Et en fait les appliquer, ça fait un petit moment que j'y pense et que je me dis que j'ai très envie d'en apprendre plus sur cette technique. Et ces livres sont vraiment chouettes parce qu'ils sont très techniques. Il n'y a pas vraiment de tutoriel comme on le voit beaucoup aujourd'hui. En fait, c'est des livres vraiment qui vont vous expliquer toutes les étapes pour réaliser les différents types d'appliqués ou de patchwork, mais vraiment en vous donnant des astuces qui sont très très précieuses pour les débutants, parce que moi le patchwork, globalement oui, je vois à peu près comment ça peut être fait, mais j'en ai jamais fait de ma vie. Et voir les petites astuces pour éviter les pièges dans lesquels on tombe quand on est débutant. Enfin, j'ai vraiment appris plein de choses et des choses dont je me serais pas doutée, quoi, dans la manière dont on conçoit et avec laquelle on fabrique un patchwork. Et en fait les appliquer, ça consiste à découper du tissu et puis à l'appliquer ensuite sur un autre tissu en faisant des coutures tout autour. Donc là
C'est essentiellement fait à la machine avec un point zigzag très resserré. Et ça va éviter que votre tissu ne s'effiloche. Et donc bah ça pour... alors il y a des trucs très très kitsch, mais moi ça me fait rire. Et donc on peut faire des choses en relief, mais on peut aussi les appliquer sur des suites par exemple, sur des vêtements. Donc ça, enfin, pareil, je referai pas les tutos de ce livre, mais c'est pour avoir l'inspiration. Cette guirlande de fleurs et de fruits là, je la trouve incroyable. Donc voilà, c'est surtout ouais, pour apprendre la technique et puis avoir des petites inspirations. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien tester cette année. Et hop, le dernier livre, donc c'est sur le patchwork. Pareil, le patchwork, ça fait très longtemps que ça me fait envie, d'autant plus que ça permet d'utiliser des petits coupons, des petits restes de tissu. Et ce livre est vraiment très très bien fait. On nous parle de tous les différents types de patchwork, comment c'est réalisé, vraiment avec plein d'astuces. Et il y a des projets que je trouve vraiment chouettes, comme ce petit veston en patchwork. Enfin, j'aimerais trop m'en faire un jour. Et sinon, voilà, enfin, les techniques de patchwork à la main ou à la machine. Après des plaids qui sont assez classiques en patchwork. Mais il y a des choses qui sont finalement assez modernes aussi. Hein, enfin, de prime abord, ça peut paraître un peu kitsch, mais je vous assure qu'il y a des trucs très très chouettes à faire en patchwork. Et voilà, pareil, là j'ai regardé un petit peu dans mes coupons de tissu, j'ai essayé de faire des associations de couleurs, voir voilà, si je pouvais me lancer avec ce que j'ai déjà, et je pense que oui. Donc je vais sûrement faire des tests prochainement, je sais pas encore quand exactement, mais en tout cas ouais, c'est dans les tuyaux. Donc je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'ai peut-être oublié les choses, mais au pire je vous raconterai ça la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici si c'est le cas. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Comme d'habitude je sais pas trop quand, mais bientôt j'espère. Et d'ici là je vous souhaite de bons moments créatifs. Et je vous dis à bientôt. Salut!